Chapitre 11. Aurillac, commissariat de police. Dimanche 18 octobre 2015, 0h31. Les carnets de Gerbert. Il avait soudain le vertige à l'idée de tenir dans sa main, dans ce rectangle de cuir, de bois et de fer, le poids de plus de 10 siècles écoulés. Les souvenirs d'un homme ayant vécu à l'aube d'un précédent millénaire. Il avait l'impression que l'objet se faisait plus lourd, pesait sur sa paume, son bras. Gerbert aurait consigné par écrit sa véritable histoire, pas celle officielle que l'on connaît, ainsi que tous ses secrets. Et il se trouverait là-dedans. Elle se contenta de hocher la tête sans quitter des yeux le volume à la couverture étrange qu'il tenait dans sa main. Et ce fermoir, je ne sais pas comment l'ouvrir. Si je forçais... D'un doigt, il parcourut la plaque de fer qui couvrait le carnet et les curieux boutons en saillie. Si vous le forcez, vous détruirez tout ce qui se trouve à l'intérieur. D'après ce que me disait Roger, il y a un mécanisme extrêmement complexe relié à une minuscule ampoule contenant un liquide corrosif. Si on essaie d'ouvrir sans connaître le code, l'ampoule s'ouvre. Le liquide se répand dans le carnet et le rend illisible. Il pesta. De toute manière, ça ne change pas grand-chose. Ce que voulait notre meurtrier, c'était ce que contenait la boîte, et probablement ce carnet. Il a trouvé l'un, mais pas l'autre. Égalité, glissa-t-elle, moqueuse. Il secoua la tête. Non, il a un coup d'avance. Il possède la tête, ce qu'il a pris chez votre ami Bergier, et il a laissé 2 cadavres et un blessé grave derrière lui. Non, pour moi, il n'y a pas d'égalité. L'avait-elle entendu? Il n'en était pas sûr, tant son regard ne quittait pas le carnet sur lequel il gardait le plat de sa main. Enfin, au bout d'un long, très long moment, elle murmura. « Je peux l'ouvrir. »« Pardon ? Je peux l'ouvrir » répéta-t-elle plus fort en levant les yeux sur lui. Il haussa un sourcil. Elle soupira. « C'est un abaque. »« Un quoi ?» Elle eut une mimique agacée. « Un abaque, une table de calcul comme l'utilisaient les Romains ou les Grecs. Sur des lignes, on disposait des cailloux ou des jetons, et on les déplaçait pour effectuer les calculs. »« Une sorte de boulier ?» suggéra-t-il. « C'est ça, » acquiesça-t-elle en prenant, inconsciemment ou non, le ton de l'enseignante s'adressant à un de ses élèves. Mais avec ce système, on ne pouvait effectuer que les additions et les soustractions. Les multiplications et les divisions étaient impossibles. Et Gerbert les a rendues possibles, la devança-t-il. Elle eut une petite grimace contrariée qu'une fois encore il trouva charmante sur ses lèvres pleines. Oui, parce qu'il introduisit les chiffres arabes. Songez, par exemple, qu'un chiffre comme 945, en latin, se note CMXLV. Cela rendait le calcul totalement impossible sur un abaque. Les chiffres arabes, au contraire, rendaient faisables ces opérations, car à l'aide de 9 chiffres, ils permettaient d'exprimer tous les chiffres. Gerbert inventa donc des jetons marqués chacun d'un chiffre qu'on pouvait placer sur l'abaque pour effectuer ses calculs. Je ne comprends pas très bien. Les maths et lui, cela n'avait jamais été le grand amour. Si on lui avait dit qu'il devrait un jour résoudre un problème de mathématiques médiévales... Bon, prenons le chiffre 3867, par exemple. Pourquoi celui-là? Je n'en sais rien. C'est le premier qui m'est venu. Ça aurait pu être un autre. Éluda-t-elle avec un geste d'agacement. Vous vous concentrez, oui ou non? Il sourit malgré lui. Oui, madame. En latin, on l'écrirait M, 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 D, C, 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 L, X, V, I, I. Comment voulez-vous, là-dedans, repérer les centaines, les dizaines et les unités? C'est impossible. Alors qu'avec l'abaque et les chiffres arabes, commença-t-il, tandis que la logique s'imposait à lui, elle lui désigna la couverture de métal. Grâce aux chiffres arabes et aux colonnes, on repère tout de suite les unités, les dizaines, les centaines, etc. Regardez, au lieu de D, C, 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 on écrit seulement 8. Là, dans la colonne des centaines. C'est ce que l'on appelle la numérotation de position. Les unités à droite, puis les dizaines, les centaines et les milliers. Pour nous, c'est évident, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Un véritable génie, ce Gerbert, apprécia-t-il. Mais ça ne répond pas à ma question. Comment ouvre-t-on ce truc?
Il se penchait maintenant volontairement en avant pour se rapprocher d'elle, humant à pleine narine son parfum capiteux, oriental et musqué, sensuel, comme toute sa personne. Inconsciente de sa proximité, ou très consciente, mais en jouant, elle remonta une mèche de cheveux auburn derrière son oreille et désigna la gravure. Si vous voulez ouvrir ce fermoir, il vous faut presser les poussoirs correspondants, ceux des chiffres sur le côté et ceux des emplacements vides dans la bac. Si vous vous trompez... Elle releva les yeux sur lui, attendant la suite. Il eut l'impression de passer un examen. Le liquide se répand. Oui, j'ai compris. Elle eut, par-dessus la table, un sourire prédateur. À vous de jouer alors. Il se pencha sur le carnet et observa les étranges signes qui y étaient gravés. C'est du chinois pour moi, avoua-t-il au bout d'un moment. Non, de l'arabe. Pardon? De l'arabe, répéta l'enseignante. Ce sont des chiffres arabes. C'est tout le génie de Gerbert. D'avoir utilisé les chiffres arabes qu'il avait appris au monastère de Vic et au contact des marchands de Barcelone. Comme Malo se penchait à nouveau sur l'étonnante couverture, elle pointa du doigt la rangée de petits boutons à gauche et les symboles qui se trouvaient à leur droite, de haut en bas, de 1 à 9. Elle s'était penchée à côté de lui, et Malo pouvait sentir son parfum, miel, amande et tubéreuse, qui lui colonisait lentement mais sûrement les sinus. En se tournant un peu, la vision qu'il eut par l'entrebâillement d'un peu de tissu blanc lui mit du feu aux joues. « Vous m'écoutez ?»« Oui, » se reprit-il aussitôt en reportant ses yeux sur le carnet. « De haut en bas, de 1 à 9, pourquoi pas à 10 ? Les chrétiens et l'Église n'aimaient pas qu'on représente le néant par un symbole, donc le 0 n'était pas encore utilisé par Gerbert. À la place, on laissait un vide. Pas vraiment commode. Comment savoir s'il faut vraiment un chiffre ou pas? À nous de savoir. Regardez la disposition. Ça ne vous rappelle rien? Sa présence toute proche, ses cheveux auburn dont certaines mèches lui caressaient la nuque, il avait bien du mal à garder sa concentration. On dirait un calcul? Elle hocha la tête sans cesser de le fixer, attendant la suite. Une multiplication? C'est ça, oui. Une multiplication. Dont les premiers chiffres sont 153, que multiplie 6183. Ça paraît trop simple. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de piège? Elle se redressa et, ce faisant, s'écarta un peu de lui. Ça paraît évident pour un esprit du XXIe siècle, parce que nous avons appris à poser monomultiplication de cette manière. Mais songez que pour un esprit du Xe, c'est loin de l'être. Très peu de personnes à cette époque auraient été capables d'ouvrir ce fermoir, et les seules à pouvoir le faire étaient celles qu'avait formées Gerbert. Maintenant, à vous de pousser les boutons. Mais lesquels? Il hésitait, le stylo à la main, prêt à enfoncer un premier bouton et l'emplacement vide qui lui correspondait. Faisons l'opération, nous verrons bien, lui proposa mademoiselle Mignon avec un sourire, penchée à côté de lui avec une exquise cambrure que Malo s'efforçait de ne pas regarder. Il s'empara d'un papier traînant sur le bureau, d'un crayon, et posa son opération. Mon Dieu, songea-t-il, cela faisait une éternité qu'il n'avait pas réalisé une multiplication à la main. Il se demandait s'il saurait encore le faire. Il cafouilla un peu au début, mais après 2 essais infructueux, il avait retrouvé ses réflexes d'écolier. « Cette fois, c'est bon. Je l'ai, » annonça-t-il fièrement, en brandissant sa feuille que mademoiselle Mignon saisit et parcourut d'un œil acéré. « Oui, ça a l'air bon, » valida-t-elle avec sobriété avant de lui rendre sa copie. « Allez-y. » Malo, s'emparant d'un stylo, l'approcha donc de la couverture. Il hésitait, pourtant, la bille à quelques millimètres du poussoir. Soit il réussissait, soit il perdait sa seule piste. Il chercha un soutien dans le regard braisé de celle qui lui faisait face, mais n'y trouva qu'une légère tension. Elle aussi, réalisa-t-il, craignait les conséquences d'une erreur de manipulation, mais, trop fière pour l'avouer, ne le dirait pas, et préférait lui en laisser prendre la responsabilité. La pointe de son stylo vint se poser sur la 4e ligne dans la colonne des centaines, juste au-dessus de l'emplacement vide. Il appuya. Il y eut un petit déclic. Rien d'autre. Il déplaça la pointe au-dessus du bouton flanqué du signe 2. Nouveau petit déclic. Il avait vu juste. Le reste fut facile.
À la ligne suivante, dans la 4e colonne, celle des milliers, il pressa le nouvel emplacement vide et le bouton correspondant au signe 5. Sur son élan, il compléta dans la dernière ligne la 2e colonne, celle des dizaines avec un 9, puis dans la 5e colonne, celle des dizaines de milliers, le dernier vide avec un 4, composant le nombre 945 999. 945, l'année présumée de la naissance de Gerbert, et 999, l'année de son accession à la charge de souverain pontife. L'abaque, maintenant, ressemblait à ça. À l'instant même où il pressait le dernier poussoir, le côté de la petite boîte, relâché par le mécanisme qui l'avait jusqu'à présent verrouillé, se libéra. Malot, dont la pointe du stylo pesait encore sur le minuscule bouton, exhala le souffle qu'il avait jusqu'alors retenu en un long soupir. Avec d'infinies précautions, il ouvrit le carnet à présent offert à sa curiosité, dévoilant une première feuille de parchemin jauni par l'âge et d'une finesse extraordinaire, sur laquelle on avait tracé d'une main sûre et appliquée les caractères suivants. Il éclata. « Encore un code !» Il tournait les fines pages de cuir, toutes couvertes en rangs serrés de cette écriture précise, parfaitement lisible, mais qui ne signifiait rien pour lui. De rage, il en aurait presque jeté le carnet de l'autre côté de la pièce. En face de lui, mademoiselle Mignon lui demanda « Vous permettez ?» Et écœuré, il lui tendit le carnet. Elle s'exclama après quelques minutes. « Il y a quelque chose ici. » Elle fit glisser sur le bureau un morceau de papier cartonné. Elle le saisit aussitôt entre ses doigts fins aux ongles carmins, le parcourut des yeux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, tous ses sens soudain en éveil. « Je peux voir, s'il vous plaît ?» Elle leva vers lui un œil roué et blasé. Alors qu'il était prêt à se pencher par-dessus le bureau pour lui prendre des mains, elle finit par le lui donner. « C'est une carte de visite. » Il se saisit du petit rectangle et le leva devant ses yeux. C'était effectivement une carte de visite de couleur bistre. Elle était frappée d'une calligraphie élégante, rien d'ostentatoire, chic et sobre à la fois. Au passage du temps, Antiquité, curiosité, passage Jouffroy, 75 009, Paris. Paris, un antiquaire. Tout s'emboîtait à la perfection. Le vol de la relique, un antiquaire à Paris, c'était presque trop évident. Il n'avait que des soupçons, bien sûr, mais on pouvait, sans difficulté, imaginer ce qu'il y ait les différents éléments de cette affaire. Un antiquaire renommé à Paris, avec une riche clientèle internationale, situé juste à côté de l'hôtel Drouot, où se négociaient parmi les plus belles affaires concernant les antiquités, une adresse idéale pour revendre une pièce aussi unique qu'une tête mécanique médiévale. Et par voie de conséquence, il pouvait imaginer où se rendait précisément le meurtrier. Il n'en était pas sûr à 100%, peut-être se faisait-il des idées, mais son intuition lui soufflait que l'assassin filait directement à Paris pour se rendre à cet endroit précis et y solder son affaire. Et si c'était le cas, il posa la carte sur la table, se leva et, devant le regard curieux de mademoiselle Mignon, qui faisait pourtant beaucoup d'efforts pour lui faire sentir que ce qu'il faisait ne l'intéressait pas, saisit son portable et composa le numéro de Frédéric. Cette fois, il allait vraiment se faire passer un savon, mais peu importait. À la 4e sonnerie, Fred décrocha, toujours égal à lui-même, mais le ton un rien plus froid et irrité. « Je suppose qu'il y a encore une bonne raison pour que tu viennes me casser les pieds à cette heure-là ?»« Oui, » assura Malot sans se démonter, en imaginant Fred dans son lit, ou plus probablement en train d'en sortir pour ne pas réveiller son épouse. « Pourrais-tu, s'il te plaît, te mettre dans la tête qu'à presque 1 heure du matin, les gens normaux dorment ? Désolé, Fred, une urgence. Je sais où est parti le type. » « Le type ? » ?»« L'assassin. Je sais où il va, et je vais le cueillir. »« Et où va-t-il, si ce n'est pas indiscret ? » ?»« À Paris. » À l'autre bout de la ligne, il y eut une canne de tout. « À Paris ? » ?»« Confie ça à quelqu'un d'autre. »« Non, faut que j'y aille. »« C'est pas vrai. Tu sais que je viens d'avoir un coup de fil du parquet et du SRPJ. Ils sont furieux que j'ai débouté Claverotte pour te confier l'affaire. Alors tu n'as pas intérêt à merder. Tu es sûr de ton coup ? » ?»« Oui, » mentit-il avec la plus grande conviction. « Je suppose que je vais devoir m'en contenter. » Soupira Fred à l'autre bout de la ligne, qui ajouta.
Mais dis-moi, plutôt que de me casser les arpions et me faire risquer les pires emmerdes, pourquoi t'as pas appelé ton frangin? Plutôt crever. À l'autre bout de la ligne, il y eut un long silence, puis « Bon. Par contre, je te préviens, Malo. C'est la dernière fois que tu me déranges cette nuit. À la prochaine, je vais vraiment l'avoir mauvaise. On s'est compris? Pas de problème, patron, je vous reçois très bien. Parfait. Et il raccrocha. Malo remettait à peine son téléphone dans sa poche que s'élevait la voix de mademoiselle Mignon. Je vous accompagne.